Bien, écoutez, donc effectivement, donc moi je vais prendre la suite de cette intervention et je pense que ça va faire entendre une musique un peu différente, mais enfin du coup, je pense que ça donnera l'occasion à l'issue de ma présentation, justement, d'une discussion. Alors effectivement, donc aujourd'hui, moi, je voudrais vous proposer une réflexion au fond sur l'éthique de la psychanalyse et donc sur le désir de l'analyste. Et plus particulièrement, au fond, une réflexion sur la manière dont cette éthique de la psychanalyse et ce désir de l'analyste est interpellé aujourd'hui, comme on l'a vu, par l'évolution actuelle de la société. Et notamment parce qu'il est devenu commun d'appeler, je mettrai des guillemets, le phénomène trans. Phénomène qui, et on va voir que c'est là le point, et encore une fois, je crois qu'on vient de l'entendre de manière très articulée, eh bien, c'est à partir de là, je crois que l'éthique de la psychanalyse est interpellée, eh bien, ce phénomène trans semble produire une crise des fondements épistémologiques de la différence sexuelle, différence à partir de laquelle, on le sait, nos sociétés, en général, la société civile, pensent le rapport entre les notions de sexe et de genre. Et aussi, la psychanalyse pense la question de la sexuation. Et c'est donc pourquoi le phénomène trans, au fond, en retour, vient provoquer diverses formes, je dirais, de réactions négatives, voire contre-transférentielles. C'est-à-dire des réactions qui, au fond, interpellent les croyances les plus profondes des individus quant au rôle traditionnel de genre. Et que ces individus-là appartiennent à la société civile. Encore une fois, on l'a vu avec le mariage pour tous, on l'a vu justement avec les débats sur la bioéthique autour de la PMA, on aura l'occasion d'en reparler, mais aussi, bien entendu, interpelle le monde médical et psy. Et notamment, d'ailleurs, moi, pour ce qui me concerne, le monde lacanien. Réaction, au fond, je dirais, contre-transférentielle qui vient, à mon avis, remettre en cause le désir de l'analyste. Et donc interpeller ce qu'on a toujours appelé l'éthique de la psychanalyse, c'est-à-dire aussi le but qui doit être assigné à une cure. Je dirais, et là, cette situation contre-transférentielle devrait nous faire prendre conscience, à mon avis, de l'urgence éthique, effectivement, qu'il y aurait à ce que les professionnels de la santé, médecins mais psychanalystes aussi, pour qu'ils puissent performer leur profession, c'est-à-dire accueillir les demandes, les plaintes et la détresse des patients, eh bien qu'ils soient à minima informés, je dirais, du champ d'études qui s'appelle les Trans Studies, mais aussi les Gender Studies, qu'ils aient une formation à ces champs d'études qui existent au niveau universitaire et pour lesquels il y a déjà une littérature assez vaste. De manière à ce que justement cette crise de l'épistémologie de la différence sexuelle qu'entraîne l'émergence et l'acceptation progressive du phénomène trans ne vire pas à la confrontation et au pugilat, mais, et c'est là la proposition que je vous fais aujourd'hui, au fond, incite plutôt les psychanalystes, notamment les psychanalystes lacaniens, à se demander pourquoi, au fond, Lacan avait élu la figure mythique de Tirésias, c'est-à-dire la figure mythique d'un homme, femme, ayant au fond transitionné ou détransitionné, c'est selon, eh bien, il avait élu cette figure comme saint patron des analystes. Alors, avant de vous présenter effectivement cette figure, au fond, et les leçons éthiques qu'on peut en tirer quant à la conduite de la cure et donc quant à l'éthique de la psychanalyse, je voudrais quand même revenir brièvement, au fond, sur les sources du contre-transfert actuel assez massif qui hante une partie du champ analytique. Et notamment, encore une fois, une partie du champ lacanien qui, à mon avis, par excès de fidélité au premier Lacan, et à certains de ses dires, que je vais vous détailler, en vient, et à mon avis c'est toute l'ironie de la chose, en vient à remettre en cause l'éthique de la psychanalyse telle que l'a définie Lacan. Et je la définirai plus précisément après. Et donc, par là même, en faisant ça, à justifier les critiques que nombre d'activistes, comme Paul Preciado, comme Sam Boursier, comme bien d'autres, émettent contre la psychanalyse. Même si, là encore, moi aussi en tant que psychanalyste, je suis tout à fait conscient que leurs critiques, par moments, sont aussi, au fond, limitées et auraient besoin d'être contrebalancées.
Donc c'est aussi tout un travail, un exercice de la nuance. Mais donc commençons par revenir, je pense, à, au fond, la source principale hein, de la mésentente entre population trans et psychanalyse. Donc si on se rapporte, au fond, à la manière dont Lacan hein, aborde la question trans, notamment dans ses séminaires 18 et 19, hein, on s'aperçoit vite que, pour Lacan, même si les transsexuels pâtissent de l'erreur commune, il souligne commune, donc ils pâtissent de la même erreur que tout le monde, cette erreur c'est quoi? C'est de confondre l'organe pénien hein, avec le symbole phallique, okay, donc le sens qu'il faut donner à cet organe. Leur folie, ajoute Lacan, serait de vouloir se libérer de cette erreur par la chirurgie. On a entendu l'argument juste avant. Et donc, d'acter dans le réel une coupure symbolique qui ne s'est pas faite. Crise de l'autorité. Ce qui viendrait confirmer en retour pour Lacan, hein, la seule chose, le diagnostic de forclusion de la signification phallique. Et donc, de la psychose, au fond. On en discutera. Car pour Lacan, hein, au fond, la seule chose à laquelle, normalement, un sujet puisse se raccrocher pour penser son être sexué, ce n'est ni à son corps, qui, selon la formule de Lacan, fout sans cesse le camp, ni à son genre, qui, du point de vue de la psychanalyse, n'est qu'une construction sociale, produit du discours du maître, et qui donc est extérieur au par-l'être, mais à ce que Lacan a appelé le phallus comme fonction symbolique. Alors, je reviendrai plus en détail dans la dernière partie de cette présentation sur ce que c'est que cette fonction phallique pour penser la sexuation au niveau inconscient. Mais ce que je veux retenir pour l'instant, c'est, au fond, qu'est-ce qui a été conservé dans l'approche du transsexualisme par Lacan, par cette génération qui l'a suivi? Eh bien, c'est deux points. Encore une fois, c'est généralement la réduction qui est faite du transsexualisme à la catégorie de psychose fondée sur le déni de réalité du corps. Et deuxièmement, le couplage de ce diagnostic avec le discours de la science, hein, au sens où la science agirait ici comme un pouce à l'opération qui serait calqué sur le pouce à la femme de la psychose. Vous voyez ? Et c'est ce couplage, à mon avis, qu'on retrouve massivement aujourd'hui dans les critiques, et qui consiste à dire, au fond, que le phénomène trans incarnerait aujourd'hui, dans sa version la plus extrême, l'American Way of Life, hein, c'est-à-dire une forme d'individualisme consumériste qui tendrait à faire du genre et du sexe des produits de consommation comme les autres. Hein, c'est ça l'argument. Réduction qu'opère, à mon avis, vous l'avez cité, on peut se positionner dessus, mais Roudinesco, dans Soi-même comme un autre, et que suggère aussi d'ailleurs hein, le titre des prochaines journées de l'école de la cause suprême, je suis ce que je dis. Hein, puisque ce titre hein, tend à réduire les demandes trans à des demandes d'hyperconsommateurs, tentant de guérir leurs symptômes, leur dysphorie de genre, hein, à l'aide du discours de la science, discours qui leur donnerait l'illusion délirante hein, de pouvoir guérir leurs symptômes dans le réel sans avoir à en explorer la logique inconsciente, d'où déni de l'inconscient. Hein. Déni supposé, je dirais, qui, encore une fois, sert surtout de preuve pour pouvoir continuer à faire des individus trans, désirant transitionner, au mieux des hystériques, c'est ce qu'avait fait Catherine Millot dans son livre Hors sexe, hein, ou au pire, encore, continuer à les pathologiser comme des psychotiques. Hein. Là où, à mon sens, ce qu'il faudrait plutôt défendre, c'est la position de Patricia Gerovici, psychanalyste américaine qui a écrit un très bon livre qui s'appelle Lacan et la question des transgenres, et où elle dit au fond qu'il faudrait surtout poser que le sujet trans, avec des guillemets, eh bien, n'existe pas. Tout comme Lacan avait dit que la femme n'existe pas. Autrement dit, ce qu'il faut absolument poser, à mon sens, comme condition éthique pour le possible accueil des populations trans, ou comme préalable à toute question possible du traitement de la transsexualité, pour reprendre un titre de Lacan, c'est qu'il n'y a pas d'universel trans, hein, mais seulement des sujets trans au singulier. Et surtout, c'est le deuxième point qu'ajoute Patricia Gerovici dans son livre qui me semble fondamental,
c'est de dire que si quelque chose transcende la singularité des symptômes trans chez chaque individu, c'est au fond que cette question de la transition, pour chacun d'eux, c'est une question de vie ou de mort. Hein? C'est pas quelque chose où il change de sexe comme il changerait de chemise, c'est un projet de toute une vie, et je dirais donc un projet qui relève de quoi? D'une question de rapport à la jouissance, d'une question de désir décidé et d'une question d'amour, c'est-à-dire suis-je aimable dans le corps que j'ai? Donc effectivement, rénover la question de l'amour, remobiliser la question du désir et comprendre comment ça s'articule avec un corps qui jouit, voilà la question que nous pose le phénomène trans en tant que psychanalyste. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, ça remobilise en son fond la question de l'éthique de la psychanalyse. Puisque l'éthique de la psychanalyse, qu'est-ce que c'est? Bien, Lacan nous le dit dans son séminaire 7. Hein. Il nous dit qu'en psychanalyse, on n'est coupable que d'une seule chose, d'avoir cédé sur son désir. Alors bien entendu, hein, cette formule, céder sur son désir, on peut la comprendre de multiples manières. Et on pourrait dire de multiples manières erronées. Parce que, effectivement, ne pas céder sur son désir pourrait revenir, en un premier sens un peu immédiat, à ne pas céder sur sa jouissance. Hein, et donc à donner libre cours à ses pulsions, à être cet individu omnipotent qui s'affirmerait dans une jouissance sans frein. Ce qui n'est évidemment pas le sens, hein, que Lacan donne à cette formule. Puisque précisément pour Lacan, il n'y a de désir que dans la mesure où l'amour force la jouissance à condescendre au désir, c'est-à-dire au petit manque qu'introduit le désir dans la jouissance. Et effectivement, là, on voit bien qu'on a besoin d'une forme de castration de la jouissance et que cette éthique de la psychanalyse tend à le penser à partir de l'amour. Mais à cette première confusion sur l'interprétation du sens de l'éthique de la psychanalyse, ne pas céder sur son désir, il faut en ajouter une autre, et qui, je pense, va vraiment faire écho à la première conférence d'Alain Petit, qui est de dire, au fond, que mais comment définir le désir dans cette formulation ne pas céder sur son désir, hein? Parce que, comme vous devez tous le savoir, chez Lacan, le désir, c'est toujours d'abord le désir de l'autre. Hein? Donc on pourrait se dire, ah, ne pas céder sur son désir, c'est donc ne pas céder sur le désir de l'autre. Hein, ce qui voudrait donc dire que l'éthique de la psychanalyse serait une éthique de la soumission aux valeurs dominantes de la société. Or, là encore, ça n'est pas du tout ce que veut faire Lacan, et ça n'est pas du tout le but qu'il assigne à une cure psychanalytique, puisque précisément le but d'une cure, hein, c'est de permettre à un patient d'accéder à son désir en tant qu'il se connecte à sa jouissance, de manière à pouvoir s'appuyer sur le désir de l'autre pour le faire reconnaître par l'autre lui-même, ce désir singularisé. Hein, alors, j'aimerais maintenant me servir au fond de cette définition de l'éthique de la psychanalyse pour comprendre comment, au fond, cette définition pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe dans l'expérience trans. Hein, alors, si on essaye de comprendre d'abord, au fond, de quelle manière l'autre et le désir de l'autre, jusqu'à, au fond, aujourd'hui, avaient de penser, au fond, l'articulation entre, au fond, sexe, genre et jouissance. Hein. Au fond, on pourrait dire que cette approche par l'autre de cette articulation entre sexe et genre était, au fond, univoque et relativement simple et cachant une forme d'essentialisme, je dirais. Puisque dans la conception classique du désir de l'autre, eh bien, le genre était pensé à partir du sexe. Et le sexe était pensé à partir de l'évidence du corps. Vous voyez ? Et je dirais du corps, et là c'est très important, en tant que lisible socialement et lisible par le discours de la science. Hein. Ce qui se voit effectivement dans les procédures d'assignation de genre à la naissance d'un enfant. Hein, puisque
comment ça fonctionnait? Si le corps d'un être parlant était doté d'un pénis d'une taille suffisante, précisons-le, il était déclaré de genre masculin, donc de genre masculin. Et si à l'inverse il était doté d'un vagin, il sera déclaré du genre féminin. Et enfin, si l'apparence de ces organes génitaux n'était pas suffisamment claire, si elle ne permettait pas de ranger avec certitude un corps dans un genre ou dans un autre, qu'est-ce qui se passait? L'enfant était déclaré dysphorique ou plutôt intersexe. Et, parenthèse, cet enfant était ensuite opéré avec simplement le consentement des parents et donc subissait des opérations irréversibles pour la suite de son existence. Et par parenthèse, cette réassignation systématique des enfants nés intersexes avec des opérations irréversibles n'a jamais suscité de débat éthique. C'est quand même intéressant. Et donc, au fond, à mon avis, ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'au fond, avec le phénomène trans, c'est cette apparence de naturalité entre lisibilité d'un corps, assignation d'un sexe, et pour conséquence, un type de genre, qui au fond est remise en cause, ou en tous les cas, est rendue visible. Car au fond, quand les personnes trans affirment être nées dans le mauvais corps, ou bien être nées dans un corps dont le genre n'est pas le bon, ou bien enfin quand elles se refusent à aligner leur corps sur le binaire homme-femme en préférant se situer entre les deux, eh bien, ce que ces personnes contestent, en fait, c'est d'abord le désir de l'autre, quant à l'articulation qu'il fait du sexe et du genre, en arguant qu'il existe, les trans arguent ça, qu'il existe un écart, et cet écart, il existe même chez les personnes cis, parce que le terme cis précise en fait que l'apparence de naturalité qui accorde un corps, un sexe et un genre est en fait une construction sociale qui a l'apparence de la naturalité. Et donc l'ajout du terme cis chez une personne au fond hétérosexuelle normale n'indique que cette chose-là, que cette apparence de normalité est elle-même artificielle et construite. Voilà. Donc c'est qu'au fond, ce que nous permet de comprendre le phénomène trans, c'est qu'il y a fondamentalement une possibilité d'écart entre corps, sexe et genre. Et que chaque corps parlant, quel que soit son genre, son orientation ou son sexe, doit trouver une solution entre ces trois données. Et que cette solution est toujours accompagnée effectivement d'un symptôme, puisqu'il n'y a pas de solution parfaite. Mais au fond, j'aimerais maintenant en venir à ce qu'on pourrait mobiliser chez le dernier Lacan pour penser ça. Et de quelle manière, au fond, ça interpelle la psychanalyse. Parce qu'à mon sens, encore une fois, ce que rend apparent ou transparent le phénomène trans, c'est la différence qu'il y a entre être un corps, et on verra que ça rejoint cette question du narcissisme primaire et de l'image, et avoir un corps. Quelle est la différence entre être un corps et avoir un corps? Distinction qu'opère Lacan dans son dernier enseignement, et à partir de laquelle, à mon avis, devient compréhensible ce que j'ai appelé le trouble dans le corps que ressentent les individus trans. Car pour être un corps, il faut non seulement pouvoir se donner une unité imaginaire, en s'identifiant à une image, à l'endroit où le corps réel, lui, est morcelé, mais il faut surtout pouvoir faire reconnaître cette image qui puisse ensuite être nommée, et là le langage arrive, par l'autre, à l'instant où cet autre confirme que oui, c'est bien là ton image, oui, et donc oui, c'est bien là ton corps, en tant que reconnu par l'autre comme une image qui est elle-même nommée, et donc aussi, une fois que ce corps est reconnu comme image et comme image nommée, il peut être aussi valorisé, et donc investi narcissiquement. Et c'est pourquoi aussi, en fait, quand l'image à laquelle s'identifie un individu n'est pas reconnue par l'autre, n'est pas nommée par l'autre, voire même qu'elle est interdite, voire humiliée par l'autre, eh bien, on voit des phénomènes quoi? De désinvestissement narcissique. Et au fond, on voit là aussi les moments de dépression, d'anomie,
de passage à l'acte suicidaire. C'est ça qu'on voit. Hein. Et c'est ce phénomène d'ailleurs de désinvestissement narcissique de l'image du corps qu'a pointé Lacan dans son séminaire 23 sur Joyce. Hein. Au moment où Joyce, dans le portrait de l'artiste en jeune homme, raconte l'histoire de Stéphane Dedalus qui, après avoir été frappé par ses camarades, a senti l'image de son corps tomber de lui-même comme une pelure d'orange. Pourquoi ? Parce que cette image de son corps avait été dévalorisée par l'autre et donc il s'en défait. Et donc, c'est ce qui conduit Lacan à affirmer dans son séminaire 23 cette phrase que je trouve absolument essentielle pour vraiment penser cette problématique trans aujourd'hui. Il dit, je le cite, Lacan, avoir rapport à son propre corps comme étranger est certes une possibilité qu'exprime le fait de l'usage du verbe avoir. Son corps, on l'a. On ne l'est à aucun degré. Et Lacan ajoute, c'est ce qui fait croire à l'âme. À la suite de quoi, il n'y a pas de raison de s'arrêter et on pense aussi qu'on a une âme, ce qui est un comble. Et il ajoute, mais la forme chez Joyce du laisser tomber du rapport au corps propre est tout à fait suspect pour un analyste, car l'idée de soi comme corps a un poids, c'est précisément ce qu'on appelle l'ego. On en a parlé. Or, à mon sens, se laisser tomber, fin de citation, se laisser tomber du corps propre, est-ce que ce ne serait pas ce qui illustre précisément les individus trans qui ne s'identifient pas à l'image de leur corps propre telle qu'elle a été nommée par l'autre et qui, de ce fait, sont toujours prêts à laisser tomber cette image pour s'en fabriquer une autre, auquel ils puissent s'identifier et qui puisse être investie narcissiquement. Hein, fabrication nouvelle qui implique que les individus trans puissent non seulement avoir accès aux moyens médicaux pouvant leur permettre de rendre leur corps conforme, au fond, à l'image qu'ils se font d'eux-mêmes, et aussi qu'ils puissent, au fond, se mettre en contact, et c'est là où la psychanalyse arrive, avec le mode de jouissance inconscient qui, au fond, les attache à une certaine image. Hein. Et donc, c'est là où j'aimerais, pour terminer, donc, me tourner vers la figure de Tirésias, que donc Lacan voulait élever comme saint patron des psychanalystes. Hein, où c'est Lacan, dans son séminaire 10, hein, qui dit, séminaire 10 sur l'angoisse, qui est, je pense, une des questions fondamentales aussi que pose se laisser tomber du corps, il disait, Tirésias, hein, celui qui devrait être, vous notez le conditionnel, le patron des psychanalystes. Hein. Alors, simplement pour vous rappeler très brièvement qui est Tirésias, hein, vous devez sans doute tous le savoir, mais enfin pour vous simplement le rappeler brièvement, bien donc c'est une figure de la mythologie grecque, hein, dont la particularité est d'avoir été transformée en femme après avoir perturbé l'accouplement de 2 serpents, qui se retrouvent d'ailleurs sur le caducée des médecins, puis d'avoir vécu dans le corps d'une femme pendant 7 ans, d'avoir connu pendant cette expérience dans le corps d'une femme la maternité, mais aussi la prostitution, et ensuite d'avoir été retransformé dans le corps d'un homme à la suite, encore une fois, d'avoir frappé 2 serpents. Hein. Ce qui valut ensuite à Tirésias d'être interrogé par Jupiter et Junon sur le fait de savoir si, des 2 sexes, c'était bien les femmes, c'était la proposition de Jupiter, qui avaient la plus grande part de jouissance. Hein. Question à laquelle Tirésias répondit par l'affirmative, en disant que si la jouissance était divisée en 10 parts égales, les femmes en auraient 9 et les hommes en auraient qu'une. Ce qui le don d'énerver profondément Junon, qui se sentit à la fois vexé et face à son mari, et qui donc, pour se venger, aveugla Tirésias. Hein. Ce sur quoi Jupiter, lui, quand même, ne pouvant défaire cette transformation, eut quand même pitié de Tirésias, et pour le compenser de sa perte, lui donna le don de prophétie. Et c'est donc parce que Tirésias reçut le don de prophétie comme compensation de la punition de Junon qu'il se retrouve aussi dans le cycle d'Œdipe comme le prophète de Thèbes. Hein. Et c'est à Tirésias que Œdipe demandera mais
d'où vient cette peste qui menace la ville. Et c'est Tirésias qui révélera donc à Oedipe, qui est quand même pourtant la figure, au fond, le paradigme de la psychanalyse classique freudienne, au fond, qui révélera le caractère incestuel qui fonde la maladie de la cité. Alors, pour terminer, j'aimerais juste dégager rapidement, au fond, ce que Lacan retient de cette figure de Tirésias pour penser à la fois le désir de l'analyste, au fond, et la conduction de la cure. Alors, le premier élément que retient Lacan de la figure de Tirésias, c'est sa dimension d'oracle. Et cette dimension d'oracle est liée elle-même à son aveuglement. Et vous verrez pourquoi. Car le propre de l'oracle, au fond, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de pouvoir dire ce qui est déjà inscrit dans le destin d'un sujet. Et donc aussi pour un psychanalyste, de pouvoir aider un sujet à pouvoir dire quel type de choix inconscient de jouissance il a effectué. Ce qui me conduit au deuxième aspect que Lacan a retenu de Tirésias, et qui renvoie effectivement donc à cette idée de jouissance, et au fait que peut-être, et ça rejoint la première remarque que vous faisiez sur la différence qu'il y a entre la jouissance dite masculine et la jouissance dite féminine, eh bien que, au fond, à l'intérieur de ce choix inconscient de jouissance, qui, et là c'est très important à souligner chez Lacan, n'est pas essentialisant, n'est pas lié à un corps, mais est lié précisément à ce qu'on appelle un événement de corps, qui vient fixer un mode de jouissance, et à partir duquel, je pense, chacun essaye de se construire l'image du corps qui lui permet d'habiter au mieux son mode de jouissance inconscient. Et je finis très rapidement. Et donc, qu'est-ce que c'est au fond que ces deux modes de jouissance que Lacan ensuite mettra en place d'une manière logique et non essentialiste dans son séminaire 20, qui ouvre effectivement son dernier enseignement? Eh bien, c'est de dire, et au fond, là, il récupère une notion qu'il avait déjà développée très tôt dans son enseignement, et notamment dans les propos directifs pour introduire un congrès sur la sexualité féminine. Il disait, au fond, du côté masculin, de ceux qui font le choix inconscient de s'identifier au côté masculin, eh bien, ils font le choix d'être les tenants-lieux du désir. C'est quoi? Les tenants-lieux du désir, et donc la sexuation s'opère sous la forme d'un avoir le phallus. Il faut paraître ce qui va, au fond, attirer incarner ce désir. Avoir auquel, comme on le sait, correspond l'angoisse de castration, dont Freud avait fait le roc de la différence sexuelle. Alors que du côté féminin, ou du côté dit féminin, c'est-à-dire de ceux qui ont fait le choix inconscient de s'inscrire de ce côté de la sexuation, eh bien, c'est le choix d'être l'appelant du sexe, c'est-à-dire où la sexuation s'opère sous la forme de être le phallus. Donc là, on retombe sur cette binarité, au fond, avec soit avoir le phallus, soit être le phallus. Or, et j'ai presque fini, donc relativement à ces deux positions, ces deux choix inconscients de jouissance, je pense à partir duquel il faut penser cette image du corps et cette manière d'habiter ce mode de jouissance, que nous dit Lacan dans la leçon 14 de son séminaire 10, encore une fois, leçon qu'il ouvre en citant la figure de Tirésias, bien il nous dit que la position dite féminine s'avère supérieure à celle dite masculine, en ceci que son lien au nœud du désir est beaucoup plus lâche. Pourquoi? Eh bien, alors que du côté de la jouissance masculine, l'objet du désir est à la fois la condition de la jouissance, en même temps qu'une source angoissante de castration d'un ne pas pouvoir, débouchant sur cette angoisse de castration, du côté de la jouissance dite féminine, c'est le désir de l'autre qui donne à la jouissance son objet. Ce qui fait que son angoisse du côté féminin, ou de la jouissance dite féminine, n'est pas liée à la présence de l'objet lui-même, ni moins encore à sa possibilité de ne pas pouvoir, mais elle est liée à la nature du désir de l'autre. D'où, souvent aussi, dans les accusations de conformisme des transgenres, le fait qu'on dit « Ah mais oui, au fond, ils renforcent la binarité du genre ». Mais non, ils sont extrêmement soucieux de passer aux yeux du désir de l'autre pour ce qu'ils veulent vraiment être dans son regard. D'où l'idée de passing, c'est-à-dire de se faire passer, puisque si c'est le désir de l'autre qui importe dans la sexuation à ce niveau-là, il faut pouvoir passer. Et donc voilà, micro-conclusion, je dirais que
Ce qu'il y a d'intéressant, à mon avis, pour redéfinir le désir de l'analyste et la conduction de l'actu par rapport à ses remarques sur Tiresias, au fond, c'est que ce qu'il est important, à mon avis, c'est que nous ne devons pas interpréter, comme psychanalyste, le rapport d'un patient à son sexe ou à son genre à partir de l'apparence de son corps. Hein, c'est vraiment ça qu'il faut lâcher. Mais il faut le faire à partir de son choix inconscient de jouissance. Hein, car ce n'est qu'à cette condition que l'analyste pourra connecter le désir de transition exprimé par un patient à sa véritable cause. Hein, la cause petit a, l'objet du désir qui cause. Et qu'il pourra ainsi accompagner au mieux ce patient, sans contre-transfert, vers la reconstruction d'une image de lui-même qui lui permettra de vivre au mieux, de bien faire avec son mode de jouissance. Voilà.